Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec un sujet qui colle à l'actualité porté par Thierry Bismuth. Bonjour Thierry, fondateur du réseau Odyssée RH. Alors vous collez l'actualité parce que on a vu, ça a duré un certain temps, la constitution du gouvernement. Il faut recruter, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut l'assimiler finalement, vous qui êtes dans le recrutement, à la mise en place, à la création d'une équipe pour moi, dans l'entreprise? C'est une semaine magique. Moi qui adore coller l'actualité pour en retirer des conseils pour les recruteurs et pour les candidats, je dois avouer que cette semaine, elle arrive très rarement. C'est vrai que constituer un gouvernement et recruter une équipe, il y a des éléments de comparaison et peut-être que pour une fois, le secteur privé peut s'inspirer des bonnes pratiques du gouvernement. On a souvent tendance à penser que le privé fait tout bien et que le public devrait s'en inspirer. J'ai peut-être quelques pistes, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour dire qu'il y a peut-être quelques pistes de bonnes pratiques au sein des gouvernements en général, pas celui-ci en particulier, en matière de recrutement. Est-ce qu'il faut recruter le meilleur? Parce que ça, c'est quand même la question qui est posée à l'entreprise. Ou sécuriser en employant les bons soldats disciplinés? Là, on voit qu'il y a un mi-figue, mi-raisin dans le gouvernement. Oui, voilà, la première réflexion qu'on se pose quand on recrute ou quand on constitue un gouvernement, c'est est-ce que j'ai intérêt à prendre le meilleur de la bande? Et on voit tout de suite l'intérêt, c'est qu'il va faire avancer mon projet, ma société, mon entreprise avec un grand S ou un grand E. Et l'inconvénient, on le voit tout de suite, c'est que me fera-t-il de l'ombre dans 1, 2 ou 5 ans, par exemple? Je ne sais pas à qui vous pensez, mais effectivement, il y a Est-ce que je recrute à Neuilly ou d'Angers, quoi? Ou par ailleurs, est-ce que je prends quelqu'un qui n'est pas forcément incompétent, mais qui sera plus discipliné, plus discret, et qui du coup va me permettre de continuer de briller moi-même? Là, c'est une première question qu'on peut se poser, quelle que soit l'équipe qu'on doit constituer. Et elle est difficile à trancher pour un recruteur, cette question, parce que la réponse est souvent inconsciente. Je connais, moi, aucun recruteur qui me dit « je ne vais pas prendre celui-ci parce qu'il est trop bon et il risque de me faire de l'ombre ». Il ne le pense pas, il ne le dit pas. En fait, ce qu'il se dit plutôt, c'est à travers ce talent chez ce candidat, on va l'appeler candidat, même si parfois c'est autre chose qu'un candidat. Oui, mais c'est des candidats. Voilà, il est brillant, il est parfois difficile à tenir, il est parfois difficile à cadrer, à manager donc. Et donc en fait, le sentiment que ça va donner à son futur manager, qu'il soit élu ou pas, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à cadrer le président de la République ou les conseillers de l'Élysée, pour le dire simple. Et donc la question souvent, c'est comme ça qu'elle est formulée par, est-ce que je vais réussir à le cadrer? Non. En fait, c'est souvent un aveu de la dangerosité inconsciente de ce candidat dans une échéance. Alors, il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est que si le manager qui recrute a des échéances à moyen ou long terme, ou un plan de carrière, disons-le comme ça, et qu'il joue un poste, inconsciemment, il ne va pas s'entourer de peupliers qui pourraient lui faire de l'ombre. Donc il ne prend pas de risque. Voilà. Il sécurise. Voilà, il va prendre des arbustes et comme ça, il sera l'arbre le plus haut de la forêt. En revanche, lorsqu'il est actionnaire et que donc son intérêt personnel est totalement calé à l'intérêt de l'entreprise, ou lorsqu'il n'a plus d'élections à jouer, il va avoir tendance inconsciemment à peut-être servir de tremplin à des gens qui pourraient prendre sa suite. Alors, il y a un deuxième axe de lecture que je trouve très intéressant dans votre analyse, c'est additionner ou multiplier. Ça, c'est passionnant. Oui, alors disons-le d'un mot pour que tout le monde comprenne très vite cette formule. 3 et 4 sont des chiffres plus petits que 5 et 6. Pourtant, 3 fois 4, c'est plus grand que 5 plus 6. Et donc, ça jusque-là, j'ai compris. Et voilà, c'est super. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que lorsque je recrute quelqu'un, j'ai intérêt à prendre le meilleur à ce poste? Ou est-ce que j'ai intérêt à prendre quelqu'un dont les qualités humaines ou les compétences vont venir multiplier ou multiplier celles des autres? Je prends un exemple tout simple. Et un peu caricatural, mais qui dit les choses. On va avoir des jeunes loups, ça ne veut pas dire qu'ils sont jeunes, mais on va avoir des jeunes loups qui souvent ont des ambitions très individualistes. Et donc en fait, ils vont plutôt venir additionner leurs compétences, leurs ambitions à un collectif, et des vieux lions, qui ne veut pas dire qu'ils sont vieux, c'est une posture, ou des vieux singes, qui vont avoir tendance plutôt à vouloir partager leur savoir-faire, apprendre à faire la grimace aux autres. Et donc quand on monte une équipe... C'est pas parce qu'on est un vieux singe qu'on veut partager avec les autres, si je peux me permettre. Bien sûr. C'est vrai dans le gouvernement. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais disons que dans mon jeune loup, dans mon vieux singe, c'est moins l'âge qui m'intéresse que finalement la posture du candidat, qui est de dire qu'on a des gens qui viennent avec un projet individualiste et qui vont finalement apporter très peu à l'équipe et beaucoup à eux-mêmes, et d'autres en revanche qui vont infuser leurs compétences, leurs valeurs à un collectif. Et donc ça, c'est intéressant parce que moi, je connais aucun recruteur qui m'ait dit « j'ai pris le moins bon des trois », mais il va apporter plus aux autres. Le recruteur, il finit toujours par recruter celui qui, à ce poste, lui semble meilleur. C'est-à-dire qu'en théorie, on a tendance à vouloir multiplier les compétences, mais en pratique, on les additionne. Mais additionner et multiplier, vous auriez pu rajouter avec votre analyse, soustraire, parce qu'il y a certains... Ou diviser. Ou diviser. Oui. Parce que vous pouvez recruter quelqu'un qui, pour le coup, va rien vous apporter, même s'il correspond à... Il a coché toutes les cases. C'est vrai qu'on a des profils qui, sur le papier, peuvent apporter la valeur, mais qui vont nuire au collectif. Oui. Mais si on va déjà, même sans aller jusque-là, l'intérêt pour un recruteur, c'est de se demander, effectivement, quand on intègre quelqu'un, indépendamment de sa valeur individuelle, est-ce qu'il va pouvoir pousser les autres dans les matchs de foot, enfin dans les équipes de foot, on appelle ça l'esprit de vestiaire. Est-ce qu'il y a des gens pour animer le vestiaire, tout simplement? Troisième source d'inspiration, celle-ci elle est intéressante, prendre des risques.
et ne pas recruter des clones. Alors, juste pour éclairer votre analyse, il y a évidemment le ministre le plus médiatisé, c'est Pape Ndiaye, qui est justement pas un clone du précédent. Alors justement, il est diamétralement l'opposé. Alors, il est un exemple, mais si on regarde bien dans tous les gouvernements, il y a toujours des mains tendues, des ouvertures à gauche ou à droite, des gouvernements d'union. Il y a toujours la tentation, contrainte, mais en tout cas, il y a toujours dans les constitutions de gouvernement des mains tendues sur des profils qui ne sont pas forcément uniquement de fidèles lieutenants. Et ça, je crois que c'est une belle leçon qu'on doit prendre dans le secteur privé en matière de recrutement, parce que je connais moi très peu de recruteurs qui prennent avec bienveillance l'idée d'intégrer un profil en conversion, quoi qu'on en dise, un débutant ou un profil qui pourrait potentiellement être contestataire. C'est-à-dire que ce qui est maintenant l'usage, qui a toujours été l'usage dans la constitution de gouvernement, n'est pas du tout une pratique du secteur privé. Or, on voit bien que si on prend quelques minorités qui en leur temps furent des innovations, Simone Veil, Teddy Riner ou d'autres, on a bien eu raison d'intégrer des profils qui n'étaient pas forcément dans le sérail à l'époque, et peut-être même qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, dans la diversité des profils qui sont intégrés, on a de futurs profils. Alors Teddy Riner n'est pas encore ministre. Non, mais il a été, ou je me trompe? Non, il a jamais été ministre. J'ai confondu avec Douillet. Douillet ou le boxeur Mormec. Voilà, mais peut-être que vous avez des informations sur Teddy Riner. Oui, ils sont pas annoncés. Non, il n'a pas été annoncé. Je ne voudrais pas lancer. Voilà, parce ici, on n'a pas d'infos. Parlons de Douillet plutôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des profils qui sortent un peu du sérail et qui finalement, avec le temps, se révèlent avoir apporté beaucoup de valeur. Et donc, effectivement, le secteur privé le fait très très peu, parce qu'évidemment, il a peur de se tromper et que dans la constitution d'un gouvernement, on est un peu contraint de le faire pour des raisons politiques. C'est quelque chose d'assez intéressant, l'idée d'ouverture à des profils un peu différents. Et on peut imaginer que ça ne simplifie pas les réunions gouvernementales. Entre eux, j'imagine qu'on ne sait pas tout, mais que ce n'est pas facile d'avoir des anciens de l'opposition dans des réunions intergouvernementales, de la même manière que quand on prend des profils un peu différents dans une entreprise, les réunions d'équipe ne sont pas forcément facilitées. En revanche, on voit bien ce que ça peut apporter de diversité. Donc, si je synthétise, il y a l'intérêt supérieur de l'organisation. Il y a les synergies qu'on peut créer entre les équipes. Et puis, il y a l'ouverture des profils, qui sont 3 éléments dont le secteur privé devrait s'inspirer dans les bonnes pratiques d'un constitution d'un gouvernement. Merci pour cette analyse qui colle effectivement à l'actu et qui est très nourrissante. Peut-être que le gouvernement ou Elisabeth Borne a eu le temps de regarder votre chronique. Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci en tout cas de l'avoir partagée avec nous. Merci à vous, merci à tous nos invités qui ont partagé ce moment. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani pour la réalisation, évidemment. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous pour vos messages, vos réactions et votre fidélité, bien sûr. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.